Éric Surcouf, je suis ravi de vous rencontrer. Parce que vous portez un grand nom. Quoique les grands noms ne sont pas intéressants, parce que quand il ne reste que le nom et qu'il n'y a plus la matière. Mais je trouve que Surcouf, c'est un personnage qui m'a fait assez rêver. Et je vois que vous êtes lancé dans la recherche d'épaves. Autrement dit, vous tentez de récupérer ce que votre arrière-grand-oncle a envoyé par le fond. Je trouve ça d'une logique merveilleuse. Je trouve assez touchant qu'il y ait un Surcouf qui aille gratter le fond des mers pour voir le gâchis qu'a fait l'arrière-grand-oncle. Mais vous cherchez quel genre d'épave? Parce que pour moi, le chercheur d'épave, je ne vais pas vous faire de peine, c'est quelque chose de bidon. Parce que de deux choses l'une, vous pourrez vous défendre après, ce qui n'est pas une attaque, mais un bref exposé de quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à un domaine qui le passionne. Vous pouvez applaudir. Non, ce que je voulais dire, c'est que l'épave, le trésor englouti, si on le cherche, c'est discrètement, et si on trouve en général, on se tait. Parce que le trésor trouvé doit être automatiquement partagé avec les pays dont dépend la zone maritime dans laquelle il est trouvé. Alors quand quelqu'un s'intitule chercheur d'épave, je me demande si c'est pas un piège à gogo pour leur prendre des sous et aller faire des aventures au soleil, car c'est en général des épaves au soleil, on ne cherche pas tellement les épaves dans le haut de la mer du Nord. Si, ça se fait. Vous ne me contredisez pas tout de suite. C'est moins, disons que c'est moins. Ne me contredisez pas tout de suite. Et ensuite, quand ils ont trouvé, ils ne l'ont jamais trouvé, parce que toute épave déclarée et tout trésor trouvé, c'est trésor partagé. À vous maintenant. Bon, de toute façon, je crois qu'il faut quand même définir ce que représente le mot trésor. Oui. Je crois que c'est quand même important, parce que bon, pour le doute à chacun, le trésor, c'est quoi? Ce sont des barres d'or, ce sont des barres d'argent, des pièces de monnaie, choses comme ça. Bon. Pour moi, j'ai une définition du mot trésor qui est un petit peu plus large. Si vous voulez. Pour moi, un trésor, c'est toute découverte, que ce soit un objet ou même une information qui ont aussi bien l'objet que l'information une importance, qu'elle soit historique, qu'elle soit financière, qu'elle soit même sentimentale. Et cette découverte, on peut la faire aussi bien au fond de l'eau qu'au fond d'un dépôt d'archives. Si vous voulez, ça, c'est ma définition large du mot trésor. Alors, bien sûr, là, on est loin, si vous voulez, de la définition du trésor tel que tout le monde peut s'imaginer, c'est-à-dire un coffre que l'on ouvre, que l'on trouve au fond de la mer. Ça, et puis, non, je veux dire, ça c'est la magie. Je n'essaie pas de démystifier quoi que ce soit, simplement, si vous voulez, de vous expliquer pourquoi et comment, si vous voulez, je cherche des trésors entre guillemets. Ces trésors, ce sont des trésors, bien sûr, des monnaies sonnantes et trébuchantes, des lingots, des pierres précieuses, des porcelaines, des choses comme ça. Je veux dire, tout ça c'est intéressant, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout ce qui a une valeur historique. Il y a aussi, c'est ça que le moindre canon, le canon en bronze du XVIe siècle a une valeur historique et également financière très importante. Le moindre instrument de navigation du XVIe ou du XVIIe siècle, le moindre astrolabe, le moindre compas de navigation a une importance et une valeur historique et financière très importante. Je veux dire, ça va au-delà. Et je veux dire, c'est important de savoir que des chercheurs d'épaves et des chercheurs de trésors, entre guillemets, parce que je ne renie pas du tout que je sois un chercheur de trésors, mais disons, expliquer ce que pour moi signifie le mot trésor. C'est pas l'alibi culturel pour la chasse au pognon? Non, absolument pas. C'est quelque chose qui est... Non mais regardez-moi quand vous dites absolument pas. Non, absolument pas. Le beau menteur. Ouais. Allez-y, continuez. Non, si vous voulez, c'est en fait une recherche, je crois, une recherche en soi-même de ses racines. Bon, moi, effectivement, je m'appelle Surcouf, je suis l'arrière-petit-neveu de Robert Surcouf. Bon, j'ai eu la chance, si vous voulez, d'être élevé pendant toute ma jeunesse dans une ambiance de maquettes de bateaux, de gravures anciennes, de récits que me faisaient mes parents, etc. Bon, ça, effectivement, j'ai été prédisposé à ce genre de choses. Mais, je veux dire, il existe de par le monde des gens qui n'étaient absolument pas prédisposés à chercher des épaves au fond de la mer, et puis un jour ils se sont dit pourquoi ne pas aller à la recherche de ces fameuses compagnies des Indes ou ces fameuses... Vous en avez trouvé, vous? Écoutez, moi je suis quelqu'un qui en fait est relativement nouveau dans ce genre d'activité. J'ai commencé cela il y a 7 ans. J'ai mis 2 années à préparer un premier projet qui pour moi était, disons, une façon de tester un peu une méthode de travail avec, assez original, parce que c'est la première fois au monde que ça se faisait, avec une aide financière par des sponsors, c'est-à-dire qui profitaient du fait de l'opération pour en fait faire parler de leur nom. Ouais. J'ai monté donc cette opération, qui était d'ailleurs, pour ne pas le citer, une opération financée par Cartier, la bijouterie Cartier, avec l'aide de la COMEX.
Bon, et puis cette opération, si vous voulez, c'était une épave, hein, une seule épave qui avait été localisée au sud d'Haïti, dans une petite île, avec une histoire absolument fantastique. C'était l'histoire du pirate Henry Morgan, qui avait réuni tous ces bateaux pirates. Il avait une vingtaine de navires et il s'apprêtait après le sac de Portobello, et donc il avait encore beaucoup de richesses à bord, il s'apprêtait à attaquer un galion espagnol au sud de la Jamaïque. Oh, la belle époque. Alors, bon, c'était entre ces deux si vous voulez, événements, et Morgan avait réuni dans une petite île tous ses navires pirates. Il avait fait venir tous les capitaines de ses navires à bord de son navire, à bord de son vaisseau, et Morgan était assis, on le sait d'ailleurs par les récits de son chirurgien, enfin, qui s'appelait Exmelin, il était assis à une table, le dos, si vous voulez, à la poupe du bateau, et tous les autres officiers en face de lui. Et son chirurgien étant à sa droite, ils ont commencé à établir les plans, ils ont bu, etc. Tout le monde étant ivre, l'équipage y compris, un canonnier a commencé à tirer des salves d'enthousiasme, a mis le feu à un baril de poudre qui est dégringolé dans la soute et munitions, et le bateau a explosé. Bon, donc, fin de la fête, sur 300 personnes, 25 rescapés, dont Morgan, qui était légèrement blessé à la jambe. Bref. Donc, on avait donc localisé cette épave, enfin, disons, l'arrière de tout ce navire qui avait coulé pratiquement intact, avec donc tous les coffres, etc. Et donc notre rôle, c'était d'aller localiser sur place cette épave qui, malheureusement, avait coulé. Ça, c'est une chose qui n'arrive pratiquement pas. Enfin, vous êtes bien, je ne sais pas si vous êtes bien placé pour le savoir, mais bon. On se calme. Un navire, en général, soit il est jeté soit il coule en haute mer. C'est le destin de tout navire de couler. Voilà, exactement. Comme de tout homme de mourir, de tout rêve, de s'évanouir, de toute fleur de se faner. On peut continuer voilà. comme ça. Si vous voulez, en général, un navire, bon, il devient une épave, soit qu'il est coulé en haute mer, soit qu'il a heurté un récif, soit qu'il a été jeté à la côte par une tempête. Bon, là, c'était effectivement un cas très spécial. Le bateau avait donc coulé dans une petite baie très abritée, parce que c'était son repère. Combien de fonds ? Oh, il y avait très peu de fonds. Il y avait, à l'époque, il devait y avoir à peu près une quinzaine de mètres, et les collines étant très boisées à l'époque, la population noire qui était venue donc ensuite habiter cette région avait coupé les arbres pour faire du charbon de bois, et toute la terre des collines était tombée donc au fond. Et ça a envasé la baie. Donc notre but, c'était de localiser l'épave, de montrer en fait qu'avec une seule opération comme ça, on pouvait effectivement, générer toute une promotion autour. Et c'est ce qui a été démontré. C'était un succès. Vous l'avez fouillé ? On a commencé à retirer des choses. Et voyant, si vous voulez, toute la vase qu'il y avait, on a préféré ne pas continuer. Notre rôle de repérage étant en fait un succès pour nous, si vous voulez, on a décidé de passer à d'autres épaves. Et qui s'en est occupé après de l'épave ? Ah ben non, après l'épave est toujours là. Si vous voulez y aller, non, mais je vous donne exactement. Vous avez juste repéré, l'épave est là. L'argent est là-dessous et on s'en va maintenant à cause de la vase. Vous foutez de moi, non ? Non, si vous voulez, mais si vous voulez, il y a une chose qui est très importante à savoir, c'est que plus une épave est enfouie, plus en elle fait, se conserve. Effectivement, la vase est un très bon conservateur. Et je veux dire, plus une épave est enfouie, plus donc en fait il faut creuser profondément. Et plus il faut de moyens financiers. Bon, je veux dire, lorsque nous avons localisé l'épave, nous avons commencé à creuser. Et nous sommes arrivés à un moment donné où l'épave était là, il nous aurait fallu 3 ou 4 fois plus de moyens financiers. Officiellement, légalement, vous êtes l'inventeur de l'épave aujourd'hui ? Officiellement, officiellement oui, puisqu'en fait c'est moi qui ai découvert l'épave, je suis l'inventeur. Mais disons qu'en général, ça se passe de la façon suivante, c'est-à-dire qu'un gouvernement traite avec vous, il n'y a pas de loi internationale, si vous voulez, un gouvernement traite avec vous lorsque vous découvrez une épave. Alors vous la découvrez soit sur le terrain, ce qui est relativement rare, soit par des archives. Et à ce moment-là, si vous voulez, il y a un accord qui est signé. Et cette épave, elle est dans les eaux territoriales de quel pays ? Celle dont je vous parlais, Haïti. Et là, vous êtes en train de rechercher quoi en ce moment ? Actuellement, je recherche des navires qui... je ne peux pas vous dire exactement parce que c'est secret, mais je veux dire, je suis en ce moment sur plusieurs projets, en fait, sur 2 projets. J'ai un projet qui concerne des navires, effectivement, des compagnies des Indes occidentales, c'est-à-dire galions espagnols. Mais là, c'est coulé dans quelle zone du globe, ça ?
C'est-à-dire que les galions espagnols, bon, il y avait 2 flottes qui partaient, si vous voulez, donc qui suivaient en fait les courants que vous connaissez bien. Bon, donc ils descendaient sur les Canaries, ensuite quelquefois sur le Cap-Vert, mais enfin ça c'était un petit peu après. Ensuite ils arrivaient en Dominique, là ils faisaient une escale. Il y avait les 2 flottes qui se séparaient. Il y avait la flotte de terre ferme et la flotte de Nouvelle-Espagne. Enfin bref, après plusieurs escales, elles se retrouvaient à La Havane. Bon, entre-temps, il y avait des barres d'argent qui avaient été chargées à Carthagène, à Portobello. Bon, il y avait également un chargement qui était fait à Veracruz, parce que les Espagnols avaient également le fameux galion de Manille qui venait, qui apportait des Philippines et de Chine certains produits. Et puis, en fait, bon, tout ça transitait à dos de mulet, aussi bien d'ailleurs de Acapulco à Veracruz à Panama à Portobello. Et les Espagnols chargeaient tout cela. Et se retrouvaient tous à La Havane. Et à La Havane, il y avait tous les ans une flotte composée entre 30 galions jusqu'à quelquefois une centaine de galions qui partaient, donc la proie des flibustiers qui les attendaient au coin. Et donc leur route c'était en fait La Havane, ils suivaient le courant de Floride, les Bahamas, le Gulf Stream, et les Alcés au retour, et puis ensuite les Bermudes, les Açores, et puis la côte espagnole ou portugaise, parce que quelquefois ils... Donc l'épave à laquelle vous vous intéressez est située... située quelque part sur cette route-là. Sur Bahamas alors. Sur le retour. Nord Havane, Bahamas, à droite du Gulf Stream. Voilà, vous tournez à gauche et c'est là. Je vous fais un plan. Tuck Island, c'est quoi là? Pardon? Du côté de Tuck Island? Non, mais c'est pas... Non, on va éliminer. Mais là, c'est les zones coralliennes, donc c'est très dur de retrouver une épave en zone corallienne, parce que, entre le moment, toute épave en zone corallienne est recouverte et mangée par le corail. Bien sûr, mais il n'y a pas que, je veux dire, vous savez que même une zone non corallienne, il y a toujours des concrétions qui se mettent sur n'importe quoi. Hein. De toute façon, c'est l'archéologie, hein. C'est l'archéologie sous-marine. Et alors ensuite... Et tous vos chercheurs, c'est des braves jeunes hommes qui descendent, j'ai trouvé, non, il n'y a rien, j'ai juste trouvé une assiette et tout. C'est-à-dire que vous êtes obligé lorsque vous montez une opération d'une certaine envergure, avec un accord avec un gouvernement, d'avoir des gens qui sont des gens d'abord triés sur le volet, qui sont des experts. Toute mon équipe, si vous voulez, est constituée d'experts, depuis le directeur d'archéologie jusqu'au cuisinier qui est un spécialiste du poisson, si vous voulez. À la limite, j'ai une dizaine de personnes qui travaillent avec moi et qui sont tous des experts qui ont été sélectionnés. Bon. Et tous sont des gens qui sont avec moi pour longtemps. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne pourraient pas se permettre, si vous voulez, de mettre un lingot dans le soupe de bain. Ou c'est évident. C'est-à-dire, à la limite, c'est difficile de concevoir le contraire lorsqu'on travaille à long terme. Je trouve que tout cela vous honore et je vous remercie d'avoir exposé ce goût de la recherche et ces belles pensées. J'espère que j'aurais pu le faire partager à d'autres gens. Des trésors engloutis. À bientôt.